m'appelle Valérie, je suis née à Baie-Comeau sur la Côte-Nord. J'ai déménagé à Montréal à l'âge de 16 ans, tout près d'avoir 17 ans. Donc à Baie-Comeau, mon vécu, il y avait des violences intrafamiliales, il y avait le fait que mon père était vraiment pornophile, là, complètement accro à la porno, et qui menait une genre de double vie à laquelle j'ai été exposée. Le plus jeune que je peux souvenir, c'est l'âge de 5 ans. D'autres événements qui ont été très marquants puis qui, je pense, qui m'ont rendue vulnérable à l'exploitation sexuelle, c'est le fait d'être beaucoup harcelée à l'école, pas avoir beaucoup d'amis, me faire battre par les gangs de filles après l'école. Je pense que toutes les choses qui affectent notre estime de soi, ça nous prédispose à ce qu'après, quand on tombe dans l'industrie du sexe, on se sent valorisé par le fait de tout à coup se sentir belle et désirable. Donc ça vulnérabilise beaucoup les jeunes femmes d'avoir subi du harcèlement scolaire, je trouve. Donc je suis partie de Baie-Comeau à l'âge de 16 ans. Je me suis revenue à Montréal pas mal toute seule avec mon pack-sac puis ma guitare. Puis dès l'âge de 17 ans, j'étais à temps plein dans l'industrie du sexe et je payais mon loyer. Mais la question du choix, là, c'est toujours problématique parce qu'en fait, quand je suis arrivée en thérapie à l'âge de 23 ans, parce que j'ai été dans l'industrie du sexe, dans le fond, de 16 à 23 ans, mon premier client, je l'avais fait à Baie-Comeau pour faire une passe de cash pour pouvoir m'en aller en ville. Donc, à l'époque, quand j'en suis sortie vers 23 ans, moi, la question du choix était problématique et me hantait parce que je m'en voulais. Je me disais que j'avais été comme ma propre abuseuse sexuelle dans la logique de choix. Donc maintenant, je m'en voulais. Je me disais, mais comment ça se fait que tu as accepté ça? Comment ça se fait que tu étais tellement prête, business, détachée? Donc c'est tout ça qui était problématique. Puis quand je suis arrivée en thérapie, ça a commencé le processus de comprendre qu'en fait, il y avait toute une vie qui m'avait prédisposée, notamment les codes que je recevais de mon père. Parce que ce que je recevais comme message, c'est qu'une femme belle, cool et désirable, c'est une femme qui sait sortir son épingle du jeu, c'est les femmes qu'il y a dans mes magazines puis dans mes films porno. Puis l'image de ma mère, bien, c'est une femme qui est en surpoids, qui cuisine, qui s'occupe de la famille, mais qui représente ni le pouvoir ni la désirabilité. Donc les codes que je recevais de mon père, sans que ça soit nommé expressément de « c'est quoi une femme cool », ça l'a fabriqué quelque chose. Puis en plus, je savais que mon père avait travaillé pour la mafia, il avait travaillé pour les cotroniers à l'époque des clubs de danseuses, il avait fait le tour du monde. Donc moi, mon père, je l'idolâtrais là, quand j'étais jeune. Puis je me souviens toujours, dans sa table de nuit, il y avait des faux billets de banque du Red Light District à Amsterdam avec les femmes tout nues dessus. Donc tout mon esthétisme de petite enfance, c'était de penser que ça, c'est cool, que papa, il dit que c'est cool. Puis effectivement, après avoir quitté Baie-Comeau pour aller à Montréal, ça n'a pas pris quelques mois que mon père est venu me rejoindre en ville, puis qu'il est devenu mon chauffeur à temps plein pendant des années. Donc non seulement mon père me maintenait dans ça, mais cautionnait ça. Et puis à l'époque, puis c'est ça, souvent je parle de la prostitution comme un changement de paradigme. Parce qu'à l'époque, je trouvais ça cool que mon père soit mon chauffeur, parce que je me disais, il me juge pas, il m'économise l'argent. Puis comme mon père m'a jamais chargé d'argent, ça a été problématique parce que je ne peux pas le faire reconnaître comme proxénète, étant donné qu'il n'a jamais pris d'argent de moi. Donc, après ça, tu te demandes en thérapie, mais qu'est-ce qu'il gagnait à faire ça, puis pourquoi il n'a pas voulu mieux pour moi? Donc, c'est là où j'ai compris qu'en fait, c'était quelque chose de vicariant. C'est comme s'il vivait à travers moi sa vie pornophile de rêve. Puis quand je parle de changement de paradigme, c'est vraiment l'idée que tout le temps que j'étais dans l'industrie du sexe, je trouvais ça cool. Je voyais pas de problème, puis c'est le jour où j'ai voulu en sortir. Donc, à 23 ans, je suis retournée finir mon secondaire aux adultes. Puis là, j'ai eu une bourse d'études à travers l'organisme chez Pops dans la rue pour pouvoir aller directement à l'UQAM comme étudiante majeure. Et puis là, c'est là où tu réalises, je me souviendrai toujours, c'est marqué dans ma mémoire ce moment clé-là, où je suis dans le stationnement d'un club de danseuses où mon père m'amène travailler. On s'entend que c'est pas un travail pour moi, puis je l'expliquerai, là. Et puis je dis à mon père, papa, je viens de recevoir une bourse d'études pour aller à l'UQAM, mes cours vont être gratuits. Donc, je suis plus capable de danser là, parce que de toute façon, on retourne début des années 2000, ça devenait des clubs contacts partout. Puis moi, je faisais un chemin inverse dans la prostitution. Je voulais de moins en moins faire quoi que ce soit qui soit invasif. Donc, à la fin, je faisais juste danser sans contact, mais il restait 2-3 clubs sans contact à Montréal en 2003. Là. Donc, j'avais plus d'options. Puis si j'ai commencé par la prostitution directe à 16 ans, bien, j'ai comme fait mon chemin inverse. C'est comme si je me suis graduellement éloignée du pire. Fait que, tu sais, souvent, les femmes, c'est le contraire. Elles commencent par danser ou faire des photos ou quelque chose de plus soft, puis ils dérapent vers le pire. Moi, c'est le contraire. J'ai fait mon chemin à l'envers. Donc là, on retourne, on est dans un club de danseuses en 2003. Je dis à mon père, papa, je viens d'avoir une bourse d'études. Puis il me répond, ben là, tu peux pas arrêter de danser, là. Comment tu vas payer le loyer? Puis
Là, c'est là où mon univers s'effondre. Puis quand je parle de rupture de paradigme, c'est là où tu fais comme « Quoi? Tu veux pas mieux pour moi? Je viens de te dire qu'il y a des gens qui reconnaissent mon intelligence, qui veulent me soutenir pour que j'aille à l'université, puis tu veux pas mieux pour moi que ça. » Et c'est là où tout s'effondre. Et c'est là où j'ai besoin d'aller en thérapie puis d'avoir de l'aide. Puis je mets de l'emphase sur l'importance d'avoir accès à des soins, de la thérapie gratuite. Parce que surtout quand on s'est détruite en faisant de l'argent, c'est choquant de devoir payer pour avoir de l'aide après. Donc, il faut que l'aide à la sortie de la prostitution soit gratuite puis soit pas monnayée. Donc là, ça a été une rupture brutale pour moi de réaliser « Wow, il veut pas mieux pour moi ». Et puis là, commence un long processus, puis c'est là où tu réalises, bon, premièrement, j'ai jamais eu de CV, j'ai jamais eu de vrai job, parce que depuis 16 ans que je suis dans l'industrie du sexe, j'ai 23 ans. Comment on se reconstruit? Puis là, c'est par après que j'ai pu analyser tout ça. Là, ça a l'air facile, je me comprends, j'ai 20 ans de sortie, là, je vais avoir 44 ans bientôt. C'est bien beau, là, mais j'avais pas accès à cette analyse-là. Cette analyse-là, je l'ai gagnée avec le temps, en thérapie, en cherchant à me comprendre, en lisant les témoignages de d'autres survivantes, en lisant des livres plus politiques, en comprenant à un moment donné qu'il y a un modèle de loi qui vise à mettre en place une façon qu'on cesse de renouveler le système prostitutionnel. Donc moi, quand j'étais dans la prostitution, les 3 parties de la transaction, donc la personne en situation de prostitution, le client et les proxénètes, tout le monde était criminalisé, mais la police faisait rien pour arrêter les clients et les pimps et n'arrêtait que la partie très visible de la prostitution, qui est les femmes. Donc nous, on était persécutés par la police, surtout si on faisait de la prostitution de rue. Moi, j'ai connu toutes les sortes de prostitution, à part le porno. Il y a une partie de moi qui ne voulait pas laisser de traces, puis j'étais avant les téléphones intelligents, avant les caméras portables, donc je suis un peu chanceuse que ma prostitution n'a pas laissé de traces filmées ou qui me suivent aujourd'hui. Mais c'est ça, c'est vraiment... c'est de réaliser qu'on s'est leurré, puis on se demander, mais comment ça se fait que j'ai accepté ça? Puis comment ça se fait que Puis là, on s'en veut. Souvent, on s'en veut. Puis c'est ça qui fait que les femmes ont de la difficulté à se reconnaître victimes. Parce que c'est un changement brutal de perception de soi-même. Puis c'est de comprendre qu'en fait, il y a tout un système au-dessus de nous qui a non seulement commandé, mais fait en sorte qu'on est maintenu à être sexuellement disponible pour les hommes. Donc moi, mon argument principal de pourquoi ça prend un monde sans prostitution, c'est tout simple. Il faut cesser d'aménager la sexualité des hommes. C'est dans ces mots-là que je le dis constamment. Un argument, là, c'est « Mais pourquoi on aménage leur sexualité? » Parce qu'il ne faut pas trop se questionner sur la question du choix des femmes. Parce que si on compare, mettons, je vais un peu partout, mais c'est parce que j'ai tellement de choses que j'ai envie de dire, mais on ne demande pas à une femme en situation de violence conjugale comment s'en sortir. Elle ne sait pas, elle est dedans. Donc, quand on est dans la prostitution, on n'a pas le choix d'avoir des rationalisations puis de défendre notre gagne-pain. C'est notre réalité. Déjà, se reconstruire, avoir des codes différents de ceux de l'industrie du sexe, ça nous blesse professionnellement, ça laisse des trous dans notre CV, ça fait qu'on est un peu économiquement mineur aussi, parce qu'on n'est pas affilié à la société, on ne fait pas de rapport d'impôt. Donc, ça nous blesse économiquement d'être dans la prostitution. Donc, le processus de sortie, c'est vraiment difficile. Il y a plein d'embûches. Donc, moi, j'arrive au bureau d'aide sociale, je demande l'aide sociale. Et puis, c'est pour ça que je dis toujours aux femmes, il faut vraiment être accompagnée dans les démarches de sortie. Ça prend une bénévole ou un témoin ou une intervenante qui va avec toi. Parce que déjà, tu vis de la honte, puis tu n'es pas capable de bien te représenter socialement, puis tu ne sais pas comment naviguer toutes les démarches cléricales. Là, tu arrives au bureau d'aide sociale. Tu as 6 ans de trou dans ton CV. Puis là, tu te fais demander qu'est-ce que vous avez fait pour subvenir à vos besoins les 6 dernières années. Ah, j'étais escorte ou j'étais danseuse. Ah, on s'entend qu'on n'est pas capable de le porter encore, puis de le défendre. Puis là, moi, je me suis fait littéralement répondre par la dame au bureau d'aide sociale, bien, qu'est-ce qu'il nous dit si on vous donne l'aide sociale que vous n'allez pas continuer à faire des clients pareils à côté? Donc, c'est pour ça que ça prend un témoin quand on fait des démarches, à être accompagné pour ne pas vivre des échecs puis cette stigmatisation-là. Parce que là, je suis au point où j'ai aucune honte à le porter parce que je me suis reconstruite. Puis il faut demander aux femmes qui se sont sorties de l'industrie du sexe. Je reviens sur les femmes en violence conjugale. C'est la même chose. Tu veux demander à une femme qui a réussi à s'en sortir parce qu'elle n'avait pas ce regard-là quand elle était embrigadée dans sa violence conjugale. Elle n'était pas capable de s'en sortir, sinon elle l'aurait fait. Donc, c'est des années après qu'elle va se dire « Ah, comment j'ai fait pour accepter tout ça? Comment ça se fait que j'ai pas vu ça? » Mais c'est la même chose en prostitution ou danseuse ou peu importe. C'est des années après qu'on réalise hey, c'est spécial, là, le rôle que j'avais socialement, c'était d'être sexuellement disponible. Puis je devais avoir un double moi,
puis pas vraiment être moi-même plusieurs heures par jour, me déconnecter de mes sensations. Puis ça nous rattrape, ça, veut pas. Une autre des raisons pour lesquelles je suis absolument contre il n'y a pas de bonne exploitation sexuelle, c'est que ça force à être dissocié. Puis la dissociation, c'est vraiment un mécanisme de défense. C'est pas quelque chose qu'on peut vivre à temps plein, parce que ça a des conséquences sur le système nerveux puis sur notre réponse au stress.